Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Comme vous le savez, dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29, à Niamey, au Niger, pays gigantesque de 1,2 million de kilomètres carrés, eh bien, la base au niveau de l'aéroport, qui est la grande porte d'entrée et de sortie du pays, a été attaquée par des terroristes. Rapidement, plusieurs narratifs ont été poussés, dont certains officiels assez hostiles contre la France. Ce que je vous propose dans cette vidéo, eh bien, c'est de poser des questions à Nizar Derdebi. qui n'est autre qu'un ancien officier supérieur de la gendarmerie royale marocaine, bien au fait des tensions dans ces régions, et actuellement CEO du cabinet de conseil et de formation en stratégie de sécurité Safe Skills. Et avant de lui poser quelques questions, on va déjà poser un tout petit peu les bases pour que vous maîtrisiez bien la région. Le Niger, c'est 26 millions d'habitants, comme vous le savez, c'est un pays qui est riche en or, en fer, en charbon, en uranium. D'ailleurs, il y en a sur cet aéroport, 1000 tonnes de yellow cake qui ont été extraits par Orano, qui sont actuellement l'objet d'un assez fort litige entre le Niger et l'entreprise française, qui ont été amenés en décembre 2025 par 34 camions qui ont été déplacés à près de 2 km et qui n'auraient pas été touchés pendant l'attaque, mais on va y revenir. On a déjà traité d'événements aériens parce qu'avant, à Niamey, il y avait des militaires français, mais ils ont été, on peut dire, remerciés. Et le Niger, c'est quand même 80% du Sahara, du Sahel. Au sud, vous avez une bande dite verte, mais c'est surtout le désert qui avance. Une déforestation assez forte et seulement 8% du pays qui a le minimum en termes d'eau, en termes de précipitation pour pouvoir être utile à l'agriculture. Ça n'empêche pas ce pays d'avoir le plus fort taux de fécondité du monde, avec, accrochez-vous bien, en 2023, 6,68 enfants par femme en moyenne. Et oui, cela a son importance, car entre le Niamey, fondé en 1901, où il y avait 600 personnes, et la capitale actuelle, où en 2018, il y avait près de 2 millions d'habitants, clairement, c'est pas le même pays. Vous avez peut-être vu passer ces images où on voit que des aéronefs qui appartiennent à l'armée du Niger ont été touchés. Pour rappel, vous avez les Russes sur place, mais vous avez également des Américains, également des Italiens qui sont sur place. Et oui. Alors, ce qu'on va demander à Nizar dans un premier temps, c'est pourquoi est-ce que cette attaque qui vise l'aéroport, qui vise la capitale, est différente des autres. L'attaque terroriste menée par l'État islamique au Sahel, qui a visé l'aéroport international de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, n'est pas juste un raid ou une attaque terroriste de plus. C'est véritablement un test stratégique grandeur nature pour le pouvoir de transition du général Tiani. À mon avis, la cible n'a pas été choisie au hasard. Les terroristes avaient l'initiative pour eux. Et s'ils ont choisi de toucher l'aéroport international, qui abrite également une base militaire, ce n'est pas pour rien. Il faut savoir d'abord que le Niger est un pays enclavé qui n'a pas d'accès à la mer. Donc son aéroport international est sa principale porte d'entrée qui le connecte au monde extérieur. Et donc, pour les terroristes, frapper cet aéroport, ça revient à attaquer d'abord un symbole de souveraineté, un point vital économique et aussi un point critique militaire. Car je pense que ce qu'a visé le groupe terroriste, c'est la capacité aérienne nigérienne, puisque l'ensemble ou bien une grande partie de ces moyens aériens étaient concentrés dans cet aéroport. Aujourd'hui, la guerre contre les groupes terroristes au Sahel repose beaucoup sur la maîtrise de la dimension aérienne. Pourquoi? Parce que tous les pays de l'Alliance du Sahel ont enregistré ces dernières années un retard dans la composante aérienne par rapport à la composante terrestre. Et actuellement, l'armée nigérienne, à l'instar des autres armées, a compris que la composante aérienne, c'est la clé par l'intermédiaire des capacités de surveillance et de reconnaissance, mais également par des frappes ciblées ou bien par l'appui des forces terrestres. Il faut aussi savoir que ces dernières années, le Niger a engagé un effort de modernisation de ses capacités aériennes très important par l'acquisition de drones de renseignement,
de drones d'attaque, mais également par des aéronefs légers d'appui qui ont pour but de soutenir et d'appuyer les troupes au sol. Et selon les informations disponibles que l'on a, et notamment à travers les vidéos de propagande qui ont été partagées par le groupe de l'État islamique au Sahel, c'est que plusieurs de ces équipements ont été touchés. On a vu dans une de ces vidéos un drone militaire qui a été endommagé, un hélicoptère militaire également, qui ont subi des tirs au fusil, mais également des explosions. Alors, que signifient concrètement ces pertes pour l'armée nigérienne? On sait que l'armée nigérienne concentre le gros, si ce n'est l'essentiel, de ces drones, de ces vecteurs aériens dans cette base aérienne de Niamey. Et donc, on se doute que l'armée nigérienne a perdu un nombre important de ces drones et donc de ses capacités ISR, de ses capacités aussi de réaction rapide et d'appui feu. Et ça, sur un théâtre comme celui du Sahel, c'est majeur et c'est très important. Côté civil, l'aéroport aussi, durant cette attaque, des aéronefs civils de compagnies commerciales africaines ont été touchés, globalement par des impacts de balles. Alors ces aéronefs ont pu décoller, mais l'impact en termes de visibilité et l'impact économique va être très important pour le Niger. Donc finalement, oui, c'est une attaque tactique qui a visé un point ou bien une base stratégique, mais avec des effets très importants et surtout des effets stratégiques. Alors, est-ce qu'on sait qui a mené cette attaque et quel est le profil des assaillants? L'attaque a été revendiquée par la branche État islamique au Sahel via son agence AMAC, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il ne s'agit probablement pas d'une opération menée par l'EIS toute seule. L'analyse des vidéos qui ont été partagées par les terroristes à travers le net ont fait ressortir que les assaillants parlaient des langues communes aux habitants du nord-est du Nigeria et pas au Niger. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est que peut-être on observe une coopération entre deux branches de l'État islamique, l'EIS au Sahel d'un côté, l'ISWAP qui est la branche de l'État islamique dans le bassin du lac Tchad de l'autre. Et on sait que pendant des années, ces deux branches opéraient de manière séparée. Mais si elles commencent à coordonner leurs opérations, à partager leur expertise technique et aussi à déployer des combattants d'une région à l'autre, on est véritablement face à un changement de paradigme. Et puis, on remarque aussi l'évolution des typologies des attaques terroristes. De 2020 à 2022, on avait des attaques qui ciblaient des villages isolés. Donc, qui dit village isolé, loin des centres urbains et donc loin des casernes militaires. De 2023 à 2024, les attaques ont commencé à cibler des bases militaires en zone rurale. Et donc, depuis janvier 2026, on assiste à une attaque coordonnée contre l'aéroport d'une capitale. Cet aéroport qui abrite également une base militaire avec la présence de militaires ou plutôt de mercenaires russes de l'Africa Corps, mais également d'un contingent de militaires italiens qui sont présents au Niger dans le cadre de la coopération et du renforcement des capacités militaires des soldats de l'armée nigérienne. Est-ce que l'on en sait plus sur les modes opératoires des assaillants et sur les différentes failles sécuritaires qui ont permis cette attaque? En tant qu'ancien enquêteur de police judiciaire, je peux vous dire une chose avec certitude. Ce type d'attaque n'est jamais improvisé. Il y a forcément eu une phase de préparation qui a duré des jours, voire des semaines. Quelqu'un a observé les routines de sécurité. Donc ça peut être soit des éléments de l'équipe des assaillants qui a mené l'attaque, ou bien des complices qui ont observé, qui ont surveillé la base en question, la base ciblée. Ce qu'il est intéressant d'observer, ce sont les points d'accès, les horaires de patrouille, les horaires de relève, tous
les dispositifs de surveillance humains et électroniques, et surtout l'emplacement exact des hangars militaires, où sont situés les drones et où sont situées les cibles qui ont été visées. On a vu passer dans la télé les photos aériennes de la base et on a vu que cette base, à l'intérieur de cette base, il y avait un nombre important de hangars, des hangars destinés aux côtés de la base militaire, mais également des hangars qui sont là pour accompagner l'activité commerciale des avions de ligne. Donc, une observation et une reconnaissance a été faite pour cibler directement les hangars qui renfermaient les drones ainsi que les appareils militaires. Ce qui est marquant aussi, c'est la complexité de cette attaque terroriste à travers son mode opératoire, mais aussi à travers les moyens utilisés. On sait que les assaillants ont utilisé des motos qui permettent une mobilité et une discrétion, une facilité aussi de se déplacer à l'intérieur de la base militaire. Ils ont également utilisé des drones pour surveiller et observer. Ils ont également utilisé des mortiers, probablement pour tirer sur les positions qui étaient occupées par les militaires et pour entraîner un effet de sidération. Les explosions n'ont pas pour but directement de viser des militaires. D'ailleurs, c'est difficile d'avoir cette précision, mais c'est de créer un effet de sidération et de choc qui va interdire aux militaires nigériens ou aux autres militaires présents et les mercenaires de l'Africa Corps d'organiser leur défense et leur réaction. Et enfin, on a remarqué que l'attaque a été faite multipoint, c'est-à-dire qu'ils ont simultanément attaqué plusieurs sites, et tout cela dans le but de créer le chaos et empêcher une réponse coordonnée. Certaines sources d'ailleurs rapportent qu'ils auraient éteint les phares de leur moto en approchant, et cela montre qu'ils étaient préparés à cette attaque, qu'ils ont probablement fait des répétitions. Et maintenant, la vraie question qui se pose, c'est comment ont-ils pu pénétrer un site aussi sensible sans aucune anticipation et sans qu'aucune alerte ne soit donnée avant cette attaque. Dans ce type d'attaque, la faille ne provient pas uniquement d'une vulnérabilité de la protection physique, de la protection périmétrique, de l'enceinte de la base, mais provient aussi du renseignement humain, soit des signaux faibles qui n'ont pas été détectés, mais en général, elle provient d'un manque d'anticipation. D'ailleurs, un exemple concret, c'est que dans les jours précédant l'attaque, il y avait eu des alertes concernant un risque imminent, et le JNIM, qui est un groupe rival relevant de Al-Qaïda, avait détruit un véhicule militaire par engin explosif à quelques kilomètres de Niamey, et cela quelques jours avant l'attaque qui a touché l'aéroport. Est-ce que c'était un test, une diversion? Mon expérience d'enquêteur me dit qu'on découvre presque toujours qu'il y avait des signaux avant-coureurs. Mais malheureusement, ces signaux n'ont de valeur que si quelqu'un les détecte, si quelqu'un les remonte, les analyse et surtout prend une décision. Qu'est-ce que cela nous enseigne? La bataille contre le terrorisme ne se gagne pas seulement avec des armes, elle se gagne avec le renseignement, avec l'anticipation et surtout une compréhension fine du terrain et des intentions de l'adversaire. Alors forcément, la question qu'on se pose, et parce qu'on a la chance de vous avoir sur la chaîne, c'est quel mode d'action des groupes terroristes actuellement dans le Sahel sont en train d'émerger? Ce qui est en train d'émerger au Sahel, ce sont de nouveaux modes d'action. Et l'attaque survenue à Niamey en est la parfaite illustration. On remarque ou bien on observe maintenant de nouvelles caractéristiques qui se résument comme suit. Alors tout d'abord, on remarque une mobilité extrême. Donc l'utilisation de motos, de pick-up, de véhicules rapides qui peuvent aussi facilement se déplacer dans un terrain qui est accidenté. Donc une capacité à se déplacer rapidement sur de longues distances et aussi à se fondre dans la population, d'où l'utilisation de moyens civils qui sont les motos et les pick-up. Deuxième chose, les attaques sont devenues de plus en plus coordonnées et multi-cibles. Donc, fini le temps où on frappait un seul objectif.
Maintenant, on frappe simultanément plusieurs points pour saturer la réponse sécuritaire des éléments des forces armées régulières. Et cette nouvelle manière de faire demande aussi des moyens supérieurs en combattants terroristes, mais aussi en véhicules, en armement. Troisième point, c'est l'utilisation des technologies modernes. Donc les drones, tous les analystes et les observateurs ont lancé l'alarme depuis plusieurs années que tous les groupes de combattants terroristes maîtrisent très bien l'utilisation des drones, soit pour la surveillance, mais également pour l'attaque avec des engins explosifs improvisés. Les communications aussi sont devenues chiffrées. Donc c'est toute, je vais dire, la logistique que l'on trouve maintenant auprès des forces armées, on la trouve également au niveau des groupes de combattants terroristes qui utilisent d'ailleurs aussi pour les vidéos de propagande des vidéos de haute définition. Quatrième point, et pour moi c'est le plus alarmant, c'est le transfert de compétences entre groupes. Dans les jours suivant l'attaque de l'aéroport, l'EIS a revendiqué une attaque contre un camp militaire nigérien à Ayoru. Cette attaque reproduit exactement les tactiques utilisées par l'ISWAP. Je rappelle, l'ISWAP, c'est la branche de l'État islamique dans le bassin du lac Tchad. Et donc, ces tactiques utilisées, c'est d'envahir la base, de détruire l'équipement, de filmer bien sûr leurs attaques et de la diffuser pour des besoins de propagande. Et qu'est-ce que tout cela révèle? Cela nous montre qu'il y a un partage de connaissances tactiques au sein du réseau de l'État islamique. Et enfin, le cinquième point qui caractérise ces nouveaux modes d'action utilisés par les groupes de combattants terroristes est le ciblage symbolique. Ainsi, on est passé d'une guerre territoriale qui visait à contrôler des villages, à prendre possession de régions qui se trouvaient éloignées des capitales et des principales casernes, à une guerre psychologique et symbolique où que ce soit les groupes affiliés à l'État islamique ou bien Al-Qaïda veulent démontrer qu'ils ont la capacité de frapper n'importe où. Donc l'objectif n'est plus seulement de contrôler du territoire, mais l'objectif est de saper la confiance de l'État, de saper la confiance de la population et de prouver que même les capitales ne sont pas protégées. L'État islamique a frappé Bamako en septembre 2024. L'État islamique vient de frapper Niamey en janvier 2026 avec une attaque dévastatrice, et la bataille ne se joue plus sur les régions reculées contrôlées par les groupes de combattants terroristes, mais dans les capitales des pays du Sahel. Eh bien, merci beaucoup, Nizar. Et sur un axe un petit peu plus aéronautique, on le dit, on le répète sur cette chaîne depuis des années, le talon d'Achille des avions, c'est au sol. Désormais, avec les drones, en plus, on va pouvoir avoir de nouveaux modes opératoires. On a déjà des retours d'expérience à gauche à droite. En République du Congo, il y a quelques jours, on a le M23 qui a frappé l'aéroport de Kinsangani. Ça a été révélé le 4 février dernier et la frappe aurait eu lieu fin janvier. Des attaques sur des aéroports, forcément il y en a déjà eu beaucoup pour le passé. Vous pouvez vous rappeler peut-être, c'était le 24 janvier 2011, il y a eu à Moscou 35 morts et plus de 180 blessés. Vous avez également eu à Madrid, pas très loin d'ici, en 2006, 2 morts et 19 blessés à cause d'un attentat de l'ETA. Et après, si on remonte, vous en avez en Alger, vous avez en 1983, c'était à Orly, une bombe qui avait fait 8 morts et 56 blessés. Mais là, clairement, on est sur une attaque, sur un assaut, et en plus, avec un terrain militaire. Donc on est face à une évolution de la situation dans le Sahel, à une évolution des modes d'action des terroristes. On peut dire que dans la zone, il s'en est passé des choses depuis l'intervention occidentale en Libye. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. On va avoir une interview exclusive, première interview de l'histoire de l'humanité, avec un pilote de 4.5 génération, ancien pilote de Rafale, votre serviteur, posé pas cassé, et pas mal, non? Et un pilote qui a été le tout premier à présenter le F-35 en France, au Bourget, avec une expérience sur de la 4e, 4.5 et forcément 5e génération. Et l'axe de notre conversation, qui va avoir lieu dans 5 minutes, eh bien, c'est tout simplement
qu'ils nous permettent de comprendre ce que l'on ne comprend pas sur cette fameuse 5e génération. Car en passant du super étendard au Rafale, j'ai découvert un autre monde, une autre capacité tactique qui nous était presque inconnue dans le monde du super étendard alors qu'on côtoyait nos collègues du Rafale. Et ce qui m'intéresse dans cette conversation, j'ai préparé mes petites questions, c'est d'essayer de comprendre ce que l'on ne comprend pas, ce que l'on ne suppute pas sur le monde de cette génération et sur ce que le F-35 apporte vraiment aux opérationnels. Donc là, ça sera une conversation entre pilotes dont l'état final recherché à chaque fois qu'ils décollent est de gagner le combat et de gagner l'engagement, quel que soit le coût, tout en respectant les lois de la guerre. A très vite et fly safe.